Bonjour ou rebonjour à tout le monde. On va parler cette fois-ci, tout à l'heure j'avais donné le côté assez technique de la partie ransomware, de la partie landscape, de tout ce qui se passait. Là l'idée cette fois-ci c'est de parler de ce qui se passe en Afrique parce qu'on n'en parle pas énormément et qu'aujourd'hui l'Afrique c'est un peu devenu un espèce de gros hub. Ouais, yes. Totalement ouvert où il se passe beaucoup de choses. À titre d'exemple un peu, je vais vous donner une petite vision de ce qui se passe. Donc, comme d'habitude, vous m'excuserez pour cette présentation qui n'est pas du tout très conventionnelle. On va essayer de parler du cyberespace africain, de comment il se construit et de tout ce que l'on voit autour de ça. Et comme j'aime énormément les proverbes, donc pour ne pas changer, il y a un proverbe africain qui dit que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Donc l'agenda, il va se passer en 5 grandes étapes spécifiques, parler de manière générale aujourd'hui de la menace, de ce qu'on a vu, vous donner un exemple très concret, et ensuite ouvrir la discussion avec deux, trois petits autres exemples. Donc pour me représenter rapidement, je m'appelle Clément Domingo, je suis cofondateur de l'ONG Hackers sans frontières, Hackers Without Borders. Ça fait maintenant 10 ans que je fais de la cybersécurité. Je suis un gentil hacker et un cyberfesseur qui donne encore des cyberfessés avec toujours un consentement au niveau de l'Europe et de l'Afrique. Depuis 3 ans maintenant, je me définis comme étant un cyber-artisan, donc faire de la cybersécurité de manière totalement différente. Et entre autres, on vient donc là officiellement de lancer l'évolution du permis cyber qui va devenir le Cyberpass. Et accessoirement, on fait partie d'une équipe de hacking en Europe et en France qui s'appelle Expresso CTF. Et les autres choses, c'est que j'aime énormément la cuisine, je mixe à côté le vin, les biais cognitifs et la rhétorique. Pour paraphraser une phrase que tout le monde a longtemps entendu parler, le fameux I have a dream, pourquoi pas I have a cyber peace dreamer de Martin Luther King. Mais avant de rentrer, si vous voulez bien, je vais vous conter une petite histoire. Cette petite histoire, c'est toujours en rapport avec la précédente conférence que j'avais donnée. Il y a eu des choses qui se passent en Afrique, sauf qu'aujourd'hui en Afrique, quand vous vous faites attaquer, c'est presque inimaginable que le grand public ne soit pas au courant de ce qui se passe. À titre d'exemple, on a eu là le fisc du Mali qui s'est fait pirater et ils ont nié, donc ça c'était vers le mois, enfin l'attaque datée d'avril, mais ils ont, en tout cas c'est apparu au niveau du grand public vers le mois de juin-juillet, donc ils ont nié, sauf que c'était avéré. On a eu aussi la banque tunisienne et d'autres banques qui se sont fait aussi hacker, mais qui ont nié derrière, sauf que les faits étaient attaqués. La SECNA qui date à peu près de un peu plus d'un mois, donc la SECNA qui est quand même l'agence nationale de sécurité de navigation au niveau de l'Afrique, avec un cœur de réseau à Dakar, et des succursales un peu partout, dont à Madagascar, qui eux-mêmes ont été touchés. Et le dernier, qui vous avez peut-être dû voir passer de près ou de loin, la RTP, juste pour savoir à main levée, qui a entendu parler de l'affaire de la RTP. Ok, 2 personnes. On va avoir du coup une excellente bribe avec ça. Et donc là, je vais vous faire un peu une petite timeline pour vous montrer comment aujourd'hui en Afrique c'est vu, c'est vécu, avec le décalage, avec ma vision, avec la vision des médias, avec la vision aussi des personnes qui ne sont pas du tout sachantes et la vision des gouvernements. Donc la timeline, ça commence, pour resituer dans le contexte, le 12 octobre 2022, là, avec l'outil que je développe qui s'appelle Gisco, qui permet donc de faire toute cette partie de landscape, de savoir quelles sont les dernières cyberattaques qui se déroulent, avec un focus spécifique sur l'Afrique et sur l'Europe. Là, j'ai une alerte qui se passe et je me dis, il y a quelque chose qui vient de se faire. Il y aurait bien l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal qui se serait fait hacker. Donc là, forcément, moi, je suis en mode alerte maximale. Parce que lorsque je publie des choses, l'idée, c'est pas de porter préjudice, mais surtout être assez concis, assez précis sur l'information que l'on va donner pour pouvoir ensuite qu'elle soit relayée. Et donc là, je prends l'équivalent d'une heure de temps pour vérifier, revérifier, revérifier l'information. Et de là, je fais un premier tweet, un premier message aussi bien sur LinkedIn et sur le Twitter, voilà, pour juste relater ce que je percevais. Et à ce moment-là, quelques heures ensuite, cette première publication-là commence à prendre de l'ampleur. Ce qui est assez intéressant en tout cas à noter, et que je voulais aussi bel et bien vous faire comprendre, c'est que la plupart du temps, quand il y a comme ça de grosses cyberattaques, surtout en Afrique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun organe central vers lesquels on peut remonter, mais ça, je reviendrai un peu plus tard, je prends toujours la peine
en tout cas d'alerter des personnes dans mon entourage qui pourraient avoir des connexions, qui pourraient avoir des contacts dans le pays pour leur dire attention, il y a ça, et je pourrais vous aider. Et donc là, je prends vraiment contact avec les RTP en leur proposant mon aide, et ça continue. Le surlendemain, après vraiment que cette première nouvelle-là soit faite, donc là ça commence un peu à monter, et donc le surlendemain, il y a vraiment un premier soubresaut de cette affaire-là, qui commence vraiment à dépasser le simple cercle entre guillemets technique, parce que la population, les journalistes commencent à s'y intéresser. Et c'est là où, et donc moi en parallèle, je continue toujours à faire donc, toute la partie Cyber Threat Intel. Donc le but c'est de savoir quand il y a ce type d'attaque-là, comment éventuellement il pourrait y avoir ce qu'on appelle le fameux vecteur initial de compromission. Et ça, il y a différentes techniques, différents moyens de le savoir. On peut passer sur des moteurs comme Shodan, on peut passer sur de l'enrichissement d'adresses IP, on peut venir consulter des bases passées pour voir est-ce que le site, depuis le site web, il y a eu des modifications et autres. Donc là, en tout cas, je prends toute la mesure, du coup, la grosse partie Cyber Threat Intel, et m'intéresser aussi au groupe Karakurt qui les a attaqués, d'autant plus que le groupe Karakurt, il est totalement différent des autres groupes de ransom gang, de ransomware que l'on connaît. Pour votre information, le groupe Karakurt, lui, c'est un peu un groupe, ce qu'on appelle un extortion group. Donc ils vont être là, ils vont récupérer, ils vont rentrer dans le réseau, donc toujours dans le réseau, si je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'il y a le ransomware, lorsqu'il y a l'exfiltration, c'est trop tard. Ça veut dire que 2 mois avant, 3 mois avant, ils étaient déjà là. Et la plupart du temps, ça se passe par le biais d'IAB, donc d'accès de courtiers d'accès initiaux, ou alors les fameux Internet Access Brokers, qui vont voler des credentials, ou alors qui vont venir utiliser des CVE très connus sur des systèmes comme les VPN, comme du Forti, comme du Palo et tout ça, récupérer ces comptes-là, puis après les revendre. C'est seulement ensuite que les cybercriminels vont rentrer dans ça. Et en parallèle de ça, il y a quelques marketplaces du dark assez bien compris où je récupère l'information comme quoi ils demandaient 70 000 $, donc l'équivalent de 50 millions de francs CFA, pour ne pas publier les données et supprimer ça. En parallèle aussi, je parviens à me procurer un sample. Et ce sample-là, j'y découvre 3 choses. La première, c'est que les premières exfiltrations datent de juin, alors que là, pour remettre vraiment dans la timeline, on est en octobre. La seconde, c'est quand même à l'intérieur de ça des employés de la RTP. Donc ces employés-là sont quand même à des postes stratégiques. Et que la troisième, le leak, il est bel et bien confirmé. Et suite à ça, je prends encore le temps de bien vérifier tout ça. Et donc de faire un nouveau post pour expliquer cette partie-là, sachant qu'en parallèle, il y avait de la RTP qui disait que tout va bien. Et c'est là où vraiment le décalage, parce que le site web fonctionne. Et là, si vous êtes professionnel ou pas professionnel, il y a 2 choses qui doivent vous heurter. Déjà, quand on parle de 150 gigas de données et que l'on vous répond en face, tout va bien parce que le site web fonctionne, c'est que les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe, et surtout que là, on n'est pas du tout au niveau du site web, mais à l'intérieur même du SI, ou en tout cas au niveau d'un serveur assez critique. Une fois qu'on a fait ça, que je republie hélas ce nouveau post, il y a vraiment une vraie onde de choc, donc vraiment la première vraie onde de choc, parce que la twittosphère sénégalaise, tout le monde commence à s'exciter autour de ça. Et donc comme je disais, il y a vraiment cette réaction très maladroite, hélas, de l'RTP, parce que pour commencer à ouvrir 2-3 petites choses, déjà communiquer sur un incident ou sur une crise, c'est jamais facile, et encore moins en Afrique où c'est quasi inexistant, parce qu'il y a un peu cette omerta-là, les gens se taisent, ne veulent pas trop parler, parce que dire que tu t'es fait attaquer, dire que j'ai subi une cyberattaque, c'est un peu un aveu de faiblesse, c'est un peu comme si tu n'as pas du tout fait bien ton travail, alors que c'est pas du tout l'idée. Le vendredi, bizarrement, il y a l'annonce, donc je situe, donc l'annonce du 12 qui était présente sur le site de Karakurt, aussi bien sur le Clear Web et sur le Darknet, qui est retirée. Et là, il y a une espèce de gros flottement, et même moi, je me pose la question, il se passe quoi? Et à ce moment-là, hélas, la RTP s'engouffre dans la brèche et dit, vous voyez bien, c'est appelle un peu aux fake news, mais dans ces moments-là, il faut vraiment rester très prudent. Et la twittosphère aussi sénégalaise, elle aussi commence à se dire, en effet, est-ce que l'attaque c'est bel et bien nous? Est-ce que finalement c'est pas du tout une autre autorité de régulation dans le monde? Donc voilà, il y a vraiment un espèce de gros cafouillage autour de tout ça, et donc c'est aussi pareil pour la presse sénégalaise. Et là, le samedi, nouveau rebondissement, l'annonce qui jusqu'ici était totalement supprimée du site réapparaît. Ça, j'ai toujours pas l'explication de ce qui s'est passé autour de ça. Et donc moi, je refais un peu la publication pour alerter. Et là, les choses commencent à partir du lundi 17, donc 5 jours. Et ce qui est intéressant aussi à comprendre sur cette affaire-là, et puis de manière générale par rapport à Karakurt, contrairement à d'autres groupes cybercriminels qui vont vous donner peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, un peu plus,
Là, c'est très, très, très rapide parce qu'il joue, sur la peur, il joue un peu sur, l'émotion, il joue un peu sur l'immédiateté et le fait aussi qu'ils aient demandé 70 000 $, ça on va dire, c'était un peu un facteur, supplémentaire, là-dessus. Donc là, les 5 jours, c'est quand même très, très, très court et donc là, hélas, ce qui devait arriver arriva, comme dirait l'autre, badaboum. Les premières données commencent à être diffusées et quand les premières données commencent à être diffusées, moi, je me suis vraiment mis en mode alerte maximale pour, analyser ça au mieux et là, au bout de, on va dire 7 8 heures, je commence à récupérer les premières données parce que ce que je disais tantôt, c'est que une chose est de savoir les récupérer, mais une autre chose est de savoir les analyser pour commencer à extraire de l'information pertinente sans pour autant divulguer. Ça, je vais en parler un tout petit peu plus tard. Et quand je commence à publier, et là, ces données-là, donc là, c'est vraiment une onde de choc assez monumentale qui se passe. Et en parallèle, il y a quand même finalement une semaine après des premiers échanges informels avec des hautes autorités au Sénégal qui se passent. Le mardi, vu que j'ai quand même pris toute la nuit à analyser ça, là je commence à donner de plus en plus informations qui sont reprises par toute la presse, aussi bien sénégalaise mais aussi internationale, parce que la cyberattaque de la RTP, hélas, a fait un précédent en Afrique, et ça, ce n'est que le début. Et là, il y a un peu l'opinion publique qui se pose la question, qui commence un peu à découvrir de l'ampleur de cette cyberattaque-là, parce que les données, quand même, finalement, concernent énormément d'autres entités, aussi bien au Sénégal, au niveau de la sous-région, donc de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le monde. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à ce moment-là aussi, il y a vraiment beaucoup de personnes qui rentrent en contact avec moi pour avoir de l'information. Et là, j'aimerais un peu attirer votre attention sur le fait aussi d'être assez responsable dans ce genre de situation-là et de ne pas tout donner, parce que vous ne maîtrisez peut-être pas les personnes avec lesquelles vous allez échanger et vous ne savez pas comment l'information va être réutilisée. Et donc là, j'ai vraiment fait très, 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 très attention, en tout cas les personnes qui me contactaient pour le faire, pour ne pas faire plus de mal. Et d'ailleurs, ce qui est drôle pour la fun fact, ou d'ailleurs pas drôle, c'est que d'autres personnes au sein un peu de la communauté technique ou pas sénégalaise ou africaine ont tenté de faire des choses en publiant des choses, mais de manière totalement maladroite. Typiquement, pour vous donner un exemple très concret, il y avait des captures d'écran qui étaient faites et qui n'étaient pas du tout blur, qui n'étaient pas du tout, on va dire, masquées à certains endroits où on voyait des informations qui n'avaient pas lieu d'être publiquement, même si c'était quand même publié. Je ne sais pas si vous saisissez un tout petit peu la nuance. Ça, c'est le mardi, donc il se passe le mercredi des choses aussi en parallèle dont je ne peux pas parler de manière publique. Et là, le jeudi, il y a un événement, je pense, qui est vraiment le catalyseur de tout. Il y a la télévision nationale sénégalaise m'invite pour parler de ce sujet-là. Et à la suite de ça, c'est quasiment immédiat. Toutes les réactions, aussi bien des autorités, aussi bien les personnes qui se rendent compte que les informations dont on est en train de parler, c'est bien plus grave que ça. Donc quand même, qui dit un peu autorité de régulation, je vous laisse un peu imaginer tout ce qu'on peut découvrir dans toute cette fuite de données. Et là, il y a vraiment un contact à très 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 haut niveau qui est pris pour apporter ce qu'on appelle cette fameuse réponse incident, gestion de crise autour de tout ça. J'ai terminé avec cette affaire-là. Si on doit continuer par rapport à la réponse nationale, par rapport à des réponses régionales, par rapport à des parallèles qui sont faits en Europe, qui sont faits en Amérique du Nord, qui sont faits dans le monde, comment se fait-il que l'Afrique aujourd'hui soit totalement démunie? Parce que je peux vous promettre, je peux vous garantir, et là c'est ça, j'ai un peu de mal à le dire, que l'Afrique n'est pas du tout préparée, que les institutions africaines ne sont pas du tout préparées à ces cyberattaques, parce que, pour prendre le parallèle, et d'ailleurs un peu le titre de cette conf, l'Afrique un peu la nouvelle sandbox des cybercriminels. En 2014, il se passe un événement majeur dans le monde. En 2014, c'est l'annexion de la Crimée par la Russie. De 2014 à 2020, si vous avez suivi de près ou de loin, la Russie a été un énorme bac à sable, déjà pour le gouvernement russe, pour les services de renseignement, pour le GRU, mais pas que pour les Russes, pour le reste de l'Europe. Et il y a des pays bien connus en Europe, bien connus en Amérique du Nord, mais aussi dans le reste du monde, qui testaient littéralement des cyberarmes, qui testaient des choses en Ukraine, parce qu'en effet, l'Ukraine, c'était ça. Quelques années après, 2017, là, il y a un point central qui se passe avec NotPetya. NotPetya qui est juste la version plus de WannaCry. Et là, on se rend compte quand même qu'on est un peu passé au niveau de cyberattaque classique à une cyberarme. NotPetya, peut-être pour vous la refaire très simple, ça part vraiment de cette toute petite entreprise de comptabilité qui est référencée dans presque toutes les administrations, toutes les industries au niveau de l'Ukraine, et donc toutes les entreprises utilisent. Donc, cette entreprise-là se fait péter. Il y a toute la partie reverse qui est faite et ils injectent le payload, le malware à l'intérieur, qui finalement, lui, va s'attaquer
au MBR et détruire. Et surtout, notre métier, on en a entendu parler en France et en Europe parce qu'une énorme entreprise comme Saint-Gobain a eu des répercussions là-dessus. Pour revenir sur le sujet un peu de l'Afrique, ce que j'observe depuis 4 ans maintenant, c'est que jusqu'ici, ce que je disais que les cyberattaques étaient un peu cachées, étaient un peu tues, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, lorsque vous avez des cyberattaques, ça se voit. Aujourd'hui, les cyberattaquants ont compris qu'en Afrique, il y avait de l'argent. Et en off, ou même pas en off, parce que c'est enregistré, parce que vous pourrez un peu aller le voir, il y a énormément d'entreprises qui paient. Et hélas, plus ça va se savoir, plus les cybercriminels vont commencer à changer de fusil d'épaule et se dire on va commencer à cibler de plus en plus l'Afrique. Par rapport à ça, pour un peu parler de réponse à incident, sur la petite histoire que je viens un peu de vous narrer de manière assez concrète sur cette timeline-là, s'il y avait eu s'il y avait une équipe à réponse à incident, s'il y avait eu peut-être un contact central auquel j'aurais pu peut-être directement reporter en disant il y a ça, peut-être que tout ça ne se serait pas passé de cette manière-là. Donc je pense qu'il y a une nécessité de mettre en place une nécessité de mettre en place une réponse nationale, mais aussi une réponse régionale. En plus de ça, il y a une nécessité aussi d'avoir des agences nationales de sécurité des systèmes d'information comme en France. Mais surtout, la Convention de Malabo, si ça ne parle pas d'entre vous, c'est ce document-là de référence depuis 2014, donc Malabo en Guinée équatoriale, qui vient dire que dans les grandes lignes, 5 chapitres, 44 on va dire thématiques, mais sauf que la Convention de Malabo, elle est totalement hors sol parce que 8 ans après, sur les 54 pays du continent africain, il n'y a un peu plus d'une quinzaine qui l'ont ratifié, et sur cette quinzaine-là, seulement 5 pays qui ont signé cette convention. Et quand vous allez demain, c'est même pas demain, aujourd'hui et même hier, regardez dans le fond ce qui est fait dans ces pays-là. Certes, il y a des politiques parfois qui sont plus ou moins bien écrites, mais bon là, je vais pas rebondir là-dessus. Mais il y a concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Vous regardez, il n'y a rien, il n'y a que des effets d'annonce, des choses qui ne sont pas du tout bien pensées, ce qui fait hélas qu'on a ce genre de choses-là. Et donc l'idée, c'est peut-être de se dire qu'on va faire une convention de Malabo bis, avec d'ailleurs une autre annonce qu'on fait un peu avec Accords sans frontières, de lancer un call au gouvernement pour se dire la convention de Malabo, elle est totalement hors sol, on va remettre les bonnes personnes, les bons acteurs autour de la table et penser à une convention, penser à une politique, à l'instar de la convention de Budapest qui regroupe tous les pays, en tout cas les 27 en Europe, qui dit voilà comment on va faire de la cybersécurité par rapport aux données personnelles. Ça, c'est un peu une piste. Et la dernière avant d'échanger, parce que c'est aussi le but, ça c'est par contre très personnel, qui n'engage que moi. Il n'y a aucune politique à voir, mais j'aimerais un peu vous ouvrir à 2-3 petites choses. La première, c'est un constat. Ce constat commence par cette numérisation de l'Afrique qui est de plus en plus grande. Un chiffre à vous donner qui est assez concret, on dit qu'un Africain sur 2, en tout cas un jeune sur 2, à la fin de cette décennie-là, sera africain. Une fois qu'on a dit ça, il y a 2 autres chiffres que j'ai eus qui, moi, m'ont totalement retourné le cerveau. En termes un peu d'utilisateurs en Afrique, c'est un peu plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Et le parallèle, en tout cas le corollaire de ça, c'est qu'en termes de volume, donc des chiffres qui ont été donnés par l'UIT, sur l'année 2021, en termes de volume, 120% du volume d'Internet vient d'Afrique et seulement 40% du reste du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Quand on dit ça, autre petite information aussi, qui vaut son pesant d'or. Aujourd'hui, hélas, il y a des gens en Afrique qui préfèrent avoir 2-3 téléphones que de bien manger, que de bien se nourrir, parce que tout le monde va être sur son téléphone, tout le monde va être sur WhatsApp. Ok, une fois qu'on a dit ça, il y a un peu des multiples questions qui peuvent se poser, que l'on pourrait venir mettre sur la table. La première qui est un peu la question de la souveraineté nationale. Pour parler de cette question-là, il y a une aberration. D'ailleurs, j'ai mis un tacle indirect aussi bien au gouvernement du Sénégal et aussi à Huawei sans les citer, ou avec le data center, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'affaire, un peu le data center quand même du Sénégal, dans la nouvelle ville à côté de Dakar, donc Diamniadio, flambant neuve et autres. Sauf que ce data center-là, il est administré, déjà financé à quasi 100% par Huawei, mais aussi administré par Huawei. Donc on parle un peu de souveraineté nationale et derrière, c'est ce genre de choses-là qui sont faites. So what the fuck, bro? Ça, c'est la première. Autre chose aussi, hélas, la société civile. Dans tous les débats, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde, et je ne parle même pas en Afrique, la société civile, c'est toujours la dernière oubliée. Société civile, pourquoi? Parce que vous avez beau dire et autres, vous avez beau faire des produits pour les employés là-dessus, mais si vous oubliez l'utilisateur final, à quoi bon sert? Parce que ce sont eux-mêmes qui vont en pâtir les premiers. Pour vous donner des exemples assez concrets par rapport à ça, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'un terme qui est l'électronisme. Sauf que l'électronisme, que vous le vouliez ou pas, ça touche des personnes
de mon âge, de vos âges. Ça touche en fait mes parents, mes grands-parents, parce qu'ils vont être à la retraite assez rapidement. Ils vont encore vivre pendant longtemps parce que la médecine en Europe, dans le monde aussi qui se développe. Mais sauf qu'à côté, ils utilisent l'outil informatique comme nous. Et il n'y a absolument rien qui est adressé à ces personnes-là pour leur faire prendre conscience des risques inhérents, en tout cas aujourd'hui un peu au niveau du numérique et de la cybersécurité en particulier. Et donc en Afrique, je vous en parle même pas. Là-bas, mais toutes les mères de famille, même si elles ne sont pas du tout allées à l'école et autres, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde clique sur des liens, alors qu'ils n'ont pas du tout idée de tout. Enfin bref, en fait, moi du coup, ça me dépasse. Autre chose aussi, le dirigeant par rapport à la politique. C'est très 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 politique la cyber en Afrique. Ce qui fait que parfois vous pouvez un peu avoir des effets d'annonce qui sont totalement hors sol, qui ne veulent absolument rien dire. Et dans les faits, il y a juste que cet idéal politique-là qui est visé et pas finalement le bien commun qui est à la base même de cette partie politique. Et là, je vais un peu jeter un énorme pavé dans la mare. Il y a des fonds d'investissement comme la BAD, comme la FD qui vont financer à hauteur de millions et de millions de dollars ou en tout cas d'euros des projets en Afrique dans énormément de branches, aussi bien dans le social, aussi bien dans l'éducation, aussi bien dans la santé, dans le numérique. Et quand vous allez un peu regarder derrière, à mon humble avis, c'est pas assez bien accompagné, c'est pas assez bien mené. Il y a énormément de trous dans la raquette. Tout à l'heure, j'en parlais, dans 5 à 10 ans, un Africain sur 2 sera un peu jeune. Quid, là encore, autre gros porte que je vais enfoncer, quid un peu de la fuite des cerveaux, quid un peu des politiques que l'on peut voir en Europe, que l'on peut voir d'ailleurs ici aussi au Canada, parce que je pense que le Canada est bien pensé pour ça. Comment on essaie de repenser à quelque chose qui soit vertueux, en mettant directement des formations aidé par peut-être un peu la France, aidé peut-être par le Canada, aidé peut-être par les États-Unis, mais pour permettre à ces jeunes-là qui ont du talent, qui ont envie d'apprendre directement là-bas et surtout venir nourrir des économies circulaires. Je vais vous donner un exemple que je vais anonymiser. Il y a 8 mois de ça, j'apprends qu'il y a un projet totalement fou, et donc un projet de 30 millions pour faire du numérique. Donc on va rester très vague. Sauf que sur ces 30 millions-là, il y a un premier step qui est fait, donc il y a un appel d'offres, sauf que cet appel d'offres-là, c'est une boîte en Europe, toujours pour rester très vague, qui remporte là-dessus pour écrire l'appel d'offres et tous les contours, donc 1,2 million. Jusqu'à présent, rien de bien choquant. Quelques mois après, il sort, et finalement, le projet a été remporté par une boîte européenne, et donc tout l'argent est revenu. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu le décalage. Là où cet argent-là aurait servi un peu à venir créer des emplois, nourrir une économie locale, parce que là on parle un peu de local, ça revient. Donc en fait à la fois quand on parle un peu du numérique, du cyber et de l'Afrique, hélas mes parents et peut-être mes grands-parents n'ont pas eu la jugeote d'esprit, n'ont peut-être pas eu aussi un peu le courage de venir expliquer les choses différemment, mais moi je suis totalement convaincu que l'on peut refaire des choses de manière totalement équilibrée et ensemble œuvrer à ce cyberespace plus sécurisé, parce que qui dit un cyberespace africain sécurisé, c'est un peu l'ensemble qui en parle. L'exemple de la RTP en parle très bien. Il y a aussi un peu l'adoption du Bitcoin. Je vois de l'Assemblée Goudet et certains qui sont un peu à fond là-dessus. Sur la Centrafrique, c'est bien, mais c'est pas bien à la fois, parce qu'il y a un espèce en fait de gros décalage entre la compréhension même de ce que ça veut dire des populations. C'est un autre sujet. Et puis le cyberespace dont je parlais actuellement, où on sait que typiquement pour venir au Canada ou dans certains pays, vous avez besoin d'un visa. Mais dans le cyberespace, il n'y a pas de frontières. Vous avez beau être n'importe où dans le monde, vous faites ce que vous voulez. Le Web3, donc là je fais une petite digression, on en parle aussi beaucoup, c'est un peu le truc hyper à la hype, mais le Web3 aussi, ça va apporter son lot de bonnes choses, mais aussi son lot d'énormes effets. Si on prend deux exemples bien concret, le premier exemple qui va vous parler, dont on parle énormément en Europe, qui est un peu le consentement, tout ça. Il se passe quoi si demain, dans un métaverse, en tout cas dans un multiverse, que ce soit sur Decentraland ou alors sur Sandbox, je vais dans une boîte ou je vais dans un casino, dans une boîte, je commence un peu à harceler une personne. Est-ce que c'est plutôt moi ça qui va être répréhensible ou alors mon avatar? Je vous la laisse comme ça. Autre exemple qui est plus par rapport à moi, si avec les compétences que j'ai, je sais pas, il y a un casino demain qui met en place un peu son casino aussi dans ce même multiverse-là, je vais et que mon avatar, il tire des cryptocurrencies et que je les transfère ensuite. Est-ce que finalement, il y a une vraie dissociation entre moi et mon avatar, ou est-ce que je suis exactement la même? Donc comment on essaie dès à présent à penser à ça? Parce que si on n'y pense pas dès à présent, ça risque un peu de mal se terminer tout ça. Voilà, donc là je vais un peu vous laisser par rapport à ça, mais de manière générale un peu passer de manière locale, mais aussi avec cette vision très holistique, parce qu'à la fois, faire de la cyber, ce n'est pas que politique, ce n'est pas que technique, ce n'est pas que les humains, en fait, c'est un ensemble in fine. Et pour terminer, de manière générale, la coopération Nord-Sud,
Mais aujourd'hui, mais primordial, mais aidez-nous à vous aider, mais surtout en fait que les dirigeants là-bas, aussi bien politiques, financiers, mais aussi les différents fonds d'investissement, mais aussi les politiques ici, se disent ok, on arrête ça et on remet les choses à plat. Et j'ai beaucoup parlé, et puis je vais encore terminer avec la même citation que j'ai prise tout à l'heure, parce que je pense que c'est absolument ce qu'il faut faire en Afrique. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Merci de m'avoir écouté. C'était pas du tout technique, c'était un peu une vision, une approche des choses maintenant que je côtoie depuis 4 ans, et donc des cyberattaques que je commence aussi à gérer en Afrique, et surtout une prise de conscience que je voulais avec vous partager. Donc si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci, je vois que vous êtes timide. À bientôt, et puis on pourra continuer dans le cyberespace. À tantôt, comme dirait l'autre. Ah si. Mission, parce que j'ai bien suivi l'attaque de l'ARTP. Je suis du Sénégal quand même, et puis j'ai eu à travailler un peu au niveau de la mise en place en fait de la commission de protection des données personnelles. C'était vers les années 2011-2012. Du coup, pour confirmer ce que vous disiez exactement, la prise de conscience des autorités, et puis au niveau des autorités, des décideurs et tout, c'est comme toujours un problème. Et vous avez abordé aussi la question de la souveraineté nationale. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Et, avec le data center qui a fait beaucoup de bruit, ils ont beaucoup communiqué sur ça. Mais la question de la souveraineté, c'est vraiment un problème. Et je pense qu'en matière d'accompagnement, en matière d'encadrement, de formation aussi, il y a beaucoup à faire au niveau organisationnel, que ce soit au niveau étatique, au niveau des entreprises privées. Il y a énormément à faire. Et la venue d'une agence nationale, même si on a l'ADIE, on peut toujours se mettre d'accord qu'on a un sérieux problème et qu'il faut mettre en place une agence nationale d'accompagnement qui pourrait encadrer tout cela. C'est juste une contribution à la... Merci pour ta contribution très pertinente, mon ami. Merci. Merci encore de votre présence. À tantôt.